Épisode 1. La rencontre au cimetière. Je m'appelle Philippe, j'ai 32 ans et je vis à Nantes depuis bientôt 6 ans. Je travaille comme technicien dans une petite entreprise de maintenance électrique. Rien d'exceptionnel, mais j'aime la routine tranquille de mon métier, le contact avec les gens, la sensation d'avoir réglé un problème concret à la fin de la journée. Je n'ai pas de famille proche ici, seulement quelques collègues, quelques connaissances, le souvenir d'un ami que j'ai perdu trop tôt. Marc, il avait mon âge, et pourtant il est parti avant même de comprendre ce que c'est que vieillir. Ce matin-là, je m'étais réveillé avec cette impression sourde que j'avais oublié quelque chose d'important. Après plusieurs minutes à tourner en rond dans mon salon, j'ai compris. Cela faisait plus d'1 an que je n'étais pas allé sur la tombe de Marc. Je me cachais derrière le travail, derrière les semaines qui passent trop vite. En vérité, je n'avais juste pas le courage. Je suis monté sur mon vélo et j'ai traversé la ville sous un ciel gris. L'air était humide, presque froid, le genre de matin où le silence semble peser davantage. Quand j'ai poussé la grille du cimetière, j'ai senti mon ventre se serrer. Je savais exactement où aller, même si j'aurais préféré me perdre. Au détour d'une allée, j'ai aperçu une silhouette agenouillée devant la tombe de Marc. Une femme, fine, les épaules courbées, le manteau trop léger pour la saison. En m'approchant, j'ai reconnu son profil. C'était Chloé, sa femme. Elle n'avait que 28 ans, mais ce jour-là, elle semblait en porter 10 de plus. Je me suis arrêté quelques pas derrière elle, incapable de choisir entre avancer ou rebrousser chemin. J'aurais voulu éviter ce moment, éviter le malaise, éviter d'affronter tout ce que je n'avais pas affronté depuis la mort de Marc. Pourtant, elle a tourné la tête comme si elle avait senti ma présence. « Bonjour, Philippe. » Sa voix était faible, presque cassée. Je me suis approché lentement, cherchant comment me tenir ou poser mes mains, comment respirer normalement. « Bonjour, Chloé. Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. » Elle a esquissé un sourire qui n'en était pas vraiment un sourire épuisé. Elle a pris une longue inspiration. Puis, sans me regarder, elle a dit cette phrase qui m'a coupé le souffle. « Je suis fatigué d'être veuve. » Il n'y avait ni provocation, ni plainte. C'était juste une vérité nue, lâchée comme un poids trop lourd qu'elle ne pouvait plus porter. Je suis resté immobile, incapable de trouver une réponse qui ne sonne pas creuse. Le vent soulevait quelques mèches de ses cheveux. Le silence s'est installé entre nous, un silence que je n'osais pas briser. Finalement, je me suis assis à côté d'elle, laissant un peu de distance. Elle n'a pas fui ce rapprochement. Au contraire, elle semblait soulagée que je sois là. Nous sommes restés ainsi plusieurs minutes à regarder la pierre froide devant nous. « Je n'en peux plus, Philippe, » a-t-elle murmuré. Je fais semblant d'aller bien. Au travail, dans la famille, partout. Mais je suis seul. Je me sens seul même quand je parle aux gens. Je me lève chaque matin pour tenir encore une journée, et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ces mots étaient simples, directs, sans artifice. Et c'est justement cela qui m'a frappé. Ce n'était pas une plainte, c'était un constat. Elle ne cherchait pas de pitié, juste quelqu'un qui entende ce qu'elle n'osait dire à personne d'autre. J'ai baissé les yeux, incapable d'ignorer ma part de responsabilité. J'avais disparu après l'enterrement, prétextant le travail, la fatigue, les obligations. Mais la vérité était plus lâche. Je ne voulais pas voir la souffrance de Chloé, parce qu'elle me renvoyait à la mienne. Je suis désolé, ai-je dit, pour tout, pour mon absence, pour t'avoir laissé affronter ça seule. Elle m'a regardé pour la première fois depuis mon arrivée. Ses yeux étaient rougis, mais lucides. Tu es là maintenant. C'est déjà beaucoup. Nous avons parlé de Marc, de son rire, de ses projets, des choses simples qu'il aimait. Puis, peu à peu, la conversation a glissé vers elle, vers ce qu'elle vivait, ce qu'elle craignait, ce qu'elle n'espérait même plus. Je l'ai écoutée sans l'interrompre, et j'ai senti, dans ce partage silencieux, quelque chose se remettre doucement en mouvement. Quand je me suis levé pour partir, Chloé m'a retenu par la manche. « Merci d'être venu aujourd'hui, Philippe. » Sa voix tremblait, mais elle était sincère. Je lui ai répondu que je repasserais. Cette fois-ci, je savais que ce n'était pas une promesse vide. Je suis sorti du cimetière avec une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était pas du soulagement. Pas vraiment. Plutôt l'impression que quelque chose, enfin, venait de se dénouer. Épisode 2. Les visites imprévues. Les jours qui ont suivi ma rencontre avec Chloé au cimetière ont été étranges, comme si une porte que j'avais laissée fermée trop longtemps venait de s'entrouvrir sans prévenir. Je reprenais mon travail, mes interventions dans des immeubles, des bureaux, des maisons. Rien n'avait changé autour de moi, mais quelque chose avait changé dans ma manière de voir les choses. Je pensais souvent à Chloé, à sa phrase, à son regard,
à la fatigue profonde qu'elle ne parvenait plus à cacher. Un mercredi après-midi, alors que je sortais d'un chantier, j'ai reçu un message d'un numéro que je connaissais par cœur. C'était Chloé. Elle me demandait si je pouvais passer chez elle pour regarder un problème électrique dans son appartement. Un court-circuit après un orage, disait-elle. J'ai hésité quelques secondes. Je savais que ce n'était pas seulement pour l'électricité. Mais je savais aussi que refuser serait injuste, peut-être même lâche. Alors j'ai accepté. Son immeuble n'avait pas changé depuis l'époque où j'y passais parfois pour voir Marc. Les mêmes murs pâles, les mêmes marches légèrement usées au centre. Mais en montant l'escalier, j'ai ressenti une gêne, comme si j'entrais dans un endroit où le temps s'était arrêté. Chloé m'a ouvert la porte presque aussitôt. Elle portait un pull trop large et avait les cheveux attachés à la va-vite. Elle semblait à la fois contente et nerveuse de me voir. L'appartement était rangé, propre, mais imprégné d'une atmosphère lourde. Beaucoup d'objets de marque étaient encore là. Son imperméable accroché au porte-manteau. Sa vieille montre posée sur une étagère. Rien n'avait été déplacé, comme si elle n'osait pas toucher à son absence. Je me suis mis au travail, examinant le tableau électrique, vérifiant les prises. Le problème était banal, un fusible grillé. Pourtant, je sentais que ce n'était pas la raison réelle de ma présence. Pendant que je bricolais, Chloé restait dans l'encadrement de la porte, silencieuse. Elle tenait une tasse de café sans boire. Quand j'ai terminé, je suis revenu dans le salon. Elle m'a remercié, mais son ton trahissait autre chose qu'une simple gratitude. Une sorte de soulagement. Elle semblait avoir besoin que quelqu'un occupe cet espace qui résonnait d'un manque trop lourd. Nous nous sommes assis. Elle m'a demandé comment j'allais. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un posait cette question sans politesse automatique. J'ai parlé un peu de mon travail, du quotidien. Puis elle s'est mise à parler elle aussi. D'abord de choses simples, de sa nouvelle équipe au bureau, de ses nuits trop courtes. Puis, sans transition, elle a lâché ce qu'elle gardait depuis longtemps. Elle a dit qu'elle avait l'impression que chaque pièce de cet appartement la regardait, qu'elle se sentait coupable chaque fois qu'elle riait, même si c'était un rire nerveux, qu'elle faisait tout pour tenir debout, mais que parfois elle restait des heures assise sur le sol de la salle de bain, incapable de bouger. Ces mots m'ont frappé, pas parce qu'ils étaient dramatiques, mais parce qu'ils étaient d'une honnêteté brute. Je n'avais jamais entendu Chloé parler ainsi, même du vivant de Marc. Je me suis senti inutile, impuissant, mais je suis resté là. Je n'avais rien de plus à lui offrir que ma présence, mais c'était ce dont elle avait besoin. À un moment, elle a regardé la montre sur l'étagère. Celle de Marc, elle a dit qu'elle n'avait jamais eu le courage de la ranger. Elle avait peur qu'en la mettant dans une boîte, elle fasse un pas de trop vers une vie qu'elle n'était pas sûre d'être prête à reprendre. Puis elle s'est tue, comme si elle avait dit plus qu'elle ne voulait. Je n'ai pas insisté. Quand je me suis levé pour partir, Chloé m'a raccompagné jusqu'à la porte. Elle m'a demandé si je pouvais repasser un de ces jours, peut-être pour vérifier si tout fonctionne vraiment. Mais son regard disait autre chose. Elle ne voulait pas que je vienne pour l'électricité. Elle voulait juste ne plus être seule dans cet appartement qui portait encore trop de souvenirs. Sur le chemin du retour, je marchais lentement. Je pensais à ce que j'avais vu dans ses yeux. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était un appel discret, presque fragile, que je ne pouvais pas ignorer. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis demandé si ma présence auprès d'elle ne faisait pas partie de ce que Marc aurait voulu. Épisode 3. Retrouver le quotidien. Les semaines suivantes se sont mises à glisser d'une manière nouvelle. Rien de spectaculaire, rien de brusque, juste une lente réorganisation silencieuse du quotidien. Chloé et moi n'avions pas parlé de ce que représentait vraiment ma présence chez elle, mais une sorte de rituel s'était installé, sans qu'on le décide vraiment. Je passais parfois après le travail, simplement pour prendre un café ou vérifier une prise électrique qui n'avait aucun problème. Elle m'envoyait un message quand elle rentrait tard ou quand elle avait une journée particulièrement difficile. Rien d'extraordinaire, mais je sentais que quelque chose se reconstruisait, centimètre par centimètre. Un samedi matin, elle m'a proposé d'aller au marché. Cela me ferait du bien de sortir, avait-elle écrit. Je l'ai retrouvée devant son immeuble. Elle portait un manteau beige et une écharpe sombre, et pour la première fois depuis longtemps, elle semblait un peu plus présente dans son propre corps. Pas joyeuse, mais moins écrasée. Nous avons marché côte à côte vers la place centrale, à travers les rues animées de Nantes. On parlait de tout et de rien, des légumes trop chers, du froid, d'un chien qui tirait son maître sur le trottoir. Des conversations banales, mais légères. C'était presque nouveau pour elle. Au marché, elle a choisi quelques fruits, puis des épices qu'elle disait vouloir essayer.
Pendant un instant, elle avait l'air curieuse, presque vivante. Je l'observais du coin de l'œil. Je savais que ce n'était qu'un instant fragile, mais c'était déjà beaucoup. Après nos achats, nous nous sommes assis sur un banc près du canal. Chloé regardait les bateaux passer, les enfants courir, et je voyais dans son regard quelque chose que je n'avais pas vu depuis la mort de Marc, une lueur minuscule mais réelle. C'est à ce moment qu'elle a parlé de son travail. Elle m'a expliqué qu'elle envisageait de chercher un autre poste, dans une équipe moins stressante, moins exigeante émotionnellement. Elle était épuisée de devoir afficher un sourire forcé devant des collègues qui se permettaient des regards compatissants sans jamais poser les bonnes questions. Je l'ai encouragée, pas par politesse, mais parce que je sentais qu'elle en était capable. Elle a hoché la tête lentement, comme si ce simple soutien pesait plus que le reste. Les jours suivants, Chloé a réellement commencé à changer de rythme. Elle se couchait plus tôt, mangeait mieux, s'accordait de repos. Elle m'envoyait des photos de petits plats qu'elle se préparait pour me montrer qu'elle essayait. Je lui répondais avec un sourire, même si je savais qu'il y avait encore beaucoup de failles derrière ses efforts. Mais c'était ainsi qu'on réapprenait à vivre, par petites touches, par petits actes sans éclat. Un soir, je suis passé chez elle avec quelques bricoles pour réparer une étagère qui tenait mal. Ce n'était rien, vraiment, mais elle insistait pour que je regarde. En réalité, c'était surtout une excuse pour ne pas passer la soirée seule. Quand je suis entré, elle m'a accueilli avec un air fatigué, mais pas triste. Elle avait préparé du thé. On s'est assis dans le salon, et pendant de longues minutes on n'a pas parlé. Pas par malaise, juste parce que le silence était confortable. Puis, sans prévenir, elle s'est mise à rire en voyant l'état de l'étagère que Marc avait montée. Un rire bref, un peu nerveux, mais sincère. Elle s'est excusée aussitôt, gênée, comme si elle n'avait pas le droit. Je lui ai dit qu'elle pouvait rire, pleurer, se mettre en colère, tout cela faisait partie de la guérison. Elle a baissé les yeux, émue. Dans ce moment-là, j'ai compris que Marc avait laissé un vide immense, mais qu'il n'avait jamais voulu que sa vie s'arrête le jour où la sienne s'était brisée. À mesure que les jours passaient, les gens autour d'elle commençaient à remarquer qu'elle changeait. Pas toujours positivement. Certaines collègues lui demandaient si elle allait de nouveau sortir avec quelqu'un, ou la regardaient avec une sorte de suspicion lorsqu'elle refusait leurs invitations. Les regards extérieurs commençaient à peser. Un soir, en revenant du travail, elle m'a confié que les rumeurs circulaient déjà. Cela la mettait mal à l'aise. Elle avait peur de ce qu'on dirait si on nous voyait trop souvent ensemble. Je lui ai proposé de prendre un peu de distance si cela pouvait l'aider, mais elle a secoué la tête. « Non, ce n'est pas ça », a-t-elle dit doucement. « Ce qui me fait peur, ce n'est pas ce que les autres pensent. C'est ce que ça pourrait dire de moi si je me sens mieux en ta présence. » Je n'ai rien répondu. Je savais qu'elle ne me parlait pas de nous, mais d'elle-même, de sa loyauté, de ses contradictions, de ses frontières fragiles entre avancer et trahir. Alors je suis resté, encore une fois, simplement là. Pas pour remplacer Marc, pas pour combler un vide, mais pour accompagner quelqu'un qui, pour la première fois depuis longtemps, faisait un pas en avant. Dans son regard, je voyais une femme qui apprenait à respirer de nouveau, même si chaque respiration lui coûtait encore un effort immense. Épisode 4, la rupture nécessaire. Les semaines passaient, et malgré les petits progrès que Chloé faisait, quelque chose de plus lourd commençait à s'installer entre nous. Ce n'était pas une tension visible, pas une dispute, mais une sorte de distance intérieure qu'elle n'arrivait pas à nommer. Je le sentais dans sa façon de détourner parfois le regard, dans ses messages plus courts, dans ses silences plus longs. Pourtant, quand je la voyais, elle essayait toujours d'être présente, de sourire, de parler de sa journée. Et c'était précisément cela qui me faisait comprendre qu'elle luttait. Un soir, alors que je passais chez elle pour dîner, j'ai remarqué qu'elle avait rangé plusieurs objets de Marc. Sa montre n'était plus sur l'étagère, son imperméable avait disparu du porte-manteau. L'appartement semblait plus neutre, plus impersonnel. J'ai voulu croire que c'était un signe d'avancée, une étape nécessaire, mais son regard a immédiatement contredit ce que j'espérais. Elle avait les yeux gonflés, comme si elle avait beaucoup pleuré avant mon arrivée. Le repas s'est déroulé dans un calme inhabituel. Chloé parlait peu, et chaque fois que je tentais de relancer une conversation, elle répondait avec un sourire forcé. À un moment, elle a posé sa fourchette, a inspiré profondément et m'a regardé droit dans les yeux. « Philippe, je crois qu'on doit arrêter un moment. » Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'elle voulait dire. Ou plutôt, je ne voulais pas comprendre. Elle a baissé la tête, les mains tremblantes. Je ne parle pas de couper les liens définitivement. Mais j'ai besoin de me retrouver, de comprendre où j'en suis. Et je ne peux pas le faire tant que tu es là aussi souvent. Je m'attache à ta présence, et ça me fait peur. Sa voix n'était ni dure ni froide.
C'était une voix brisée, qui cherchait à faire ce qui lui semblait juste, même si cela lui coûtait. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas tenté de la convaincre. J'ai simplement hoché la tête, même si une partie de moi se resserrait, comme si quelque chose se détachait à l'intérieur. Je comprends, ai-je réussi à dire. Et c'était vrai, même si ça me faisait mal. Chloé a expliqué que les gens au travail parlaient de plus en plus, qu'elle ne supportait plus les sous-entendus, les regards, les questions. Elle disait qu'elle avait peur de se reconstruire trop vite, peur de se réveiller un matin et de réaliser que, dans son cœur, elle avait effacé Marc trop facilement. « Je ne veux pas avancer sur un mensonge », a-t-elle murmuré. Je suis resté silencieux. Je savais qu'elle avait raison. Même si je ne représentais pas une menace, même si je ne prenais la place de personne, ses émotions, elles, n'obéissaient à aucune logique. Quand je me suis levé pour partir, elle m'a accompagné jusqu'à la porte, comme toujours. Mais cette fois, elle n'a pas tenté de masquer sa tristesse. Elle semblait au bord d'un effondrement, mais elle tenait debout malgré tout. Je lui ai touché brièvement le bras avant de sortir, un geste discret, presque invisible. Elle n'a pas reculé, mais son souffle s'est bloqué, comme si ce simple contact réveillait quelque chose qu'elle essayait d'éteindre. Les jours suivants étaient silencieux. Chloé ne m'envoyait plus de messages. Je résistais à l'envie de lui écrire, de lui demander comment elle allait. Je voulais respecter ce qu'elle m'avait demandé, mais ce silence creusait un vide étrange dans mes journées. Je passais devant des endroits où nous étions allés ensemble, et chaque souvenir me revenait avec une précision douloureuse. Un dimanche matin, en buvant mon café dans mon petit appartement, j'ai reçu un simple message d'elle. « J'espère que tu vas bien. » Rien d'autre, pas de point d'interrogation, pas de justification. J'y ai vu toute la contradiction dans laquelle elle se débattait, l'envie de rompre la distance tout en sachant qu'elle avait besoin de la maintenir. Dès ce jour-là, nous avons échangé quelques mots de temps en temps, mais sans nous voir. Je sentais qu'elle se battait encore contre elle-même, contre ses frontières flouant fidélité au passé et nécessité d'avancer. Je respectais cet espace, même si chaque soir où je ne la voyais pas semblait plus vide que le précédent. Un mois a passé ainsi. Un long mois où je me suis concentré sur le travail, sur des tâches simples, sur une routine qui me permettait de ne pas trop penser. Pourtant, je savais que quelque chose se préparait, quelque chose en elle, quelque chose de silencieux mais déterminant. Et un matin, alors que je ne m'y attendais plus, j'ai reçu un nouveau message. Plus long cette fois, plus profond. Elle m'écrivait qu'elle avait besoin de me voir, qu'elle avait compris quelque chose, qu'elle était allée parler à Marc, qu'elle avait déposé une fleur sur sa tombe, et qu'elle voulait arrêter d'avoir peur. Épisode 5. Reconstruire ensemble. Le message de Chloé m'a surpris par sa simplicité et sa profondeur. J'aimerais te voir. J'ai besoin de te parler. Il n'y avait rien de dramatique, rien de flou, juste une demande directe, presque calme. Après un mois de silence relatif, cela ressemblait à un changement de direction, à une décision qu'elle avait longtemps repoussée. Je lui ai proposé de la rejoindre près du jardin public où nous avions marché quelques semaines auparavant. Elle a accepté. Quand je suis arrivé, Chloé était déjà là, assise sur un banc. Son manteau était serré autour d'elle, mais son visage semblait plus détendu que la dernière fois que je l'avais vue. Elle m'a salué avec un sourire doux, fragile mais sincère. J'ai senti immédiatement que quelque chose avait changé, quelque chose de profond et de silencieux. Nous avons marché quelques minutes sans parler, comme si nous avions besoin de retrouver notre rythme. Puis elle s'est arrêtée près d'un arbre, a pris une grande inspiration et s'est tournée vers moi. Je suis allé sur la tombe de Marc, a-t-elle dit. Sa voix ne tremblait pas. Je lui ai parlé de tout. De toi, de moi, de ce que je ressens. Elle a marqué une pause. Et pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression de trahir qui que ce soit. Je n'ai rien répondu. Je voulais la laisser aller au bout de ce qu'elle avait à dire. Elle a poursuivi. Pendant un an, je me suis dit que si je reprenais ma vie en main, si je riais, si je me sentais bien avec quelqu'un, c'est que j'abandonnais Marc. Mais j'ai compris que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas abandonner. C'est vivre, et j'ai enfin accepté que je ne suis pas obligé de rester enfermé dans une douleur qui ne me fait plus avancer. Elle s'est approchée d'un pas. Ce mois de silence m'a fait du bien. Je devais me prouver que je pouvais rester debout sans m'accrocher à toi. Et maintenant je sais que je veux te voir non pas parce que j'ai peur d'être seul, mais parce que c'est toi. Ces mots-là, prononcés sans hésitation, ont résonné en moi plus fort que je ne l'aurais cru. Je l'ai regardée longuement. Elle n'essayait pas d'être parfaite, ni forte, ni héroïque. Elle était simplement honnête, et cela valait plus que n'importe quel grand geste. Nous avons marché encore un moment, et elle m'a raconté comment elle avait commencé à ranger l'appartement.
Pas pour effacer Mark, mais pour se créer un espace qui lui appartenait vraiment. Elle avait déposé certains objets dans une boîte, en avait gardé d'autres qu'elle aimait. Je n'ai rien jeté, a-t-elle précisé. J'ai juste choisi ce que je voulais garder avec moi dans le présent, pas seulement dans le passé. En l'écoutant, je voyais une femme qui avait traversé une tempête intérieure et qui, enfin, revenait vers la lumière, même si cette lumière était encore timide. Je sentais aussi que je devais être prudent, avancer sans précipitation, sans pression. Nous n'étions pas en train d'écrire une romance parfaite, mais une histoire réelle, avec des cicatrices, des doutes, des recommencements. Nous nous sommes assis sur un autre banc, un peu à l'écart. Le vent était doux, et les passants allaient et venaient sans se douter de ce qui se jouait pour nous deux. Chloé s'est tournée vers moi. « Philippe, je veux essayer. Vraiment. Mais lentement, sans prétendre que tout est simple. Je ne veux pas te perdre. Et je ne veux plus avoir peur. » Je lui ai pris la main, doucement, sans forcer. Elle n'a pas reculé. Ses doigts se sont refermés autour des miens avec une assurance nouvelle. Ce geste, si simple en apparence, avait la force d'une décision mûrie dans le silence, dans le deuil, dans les nuits d'insomnie. « Je suis là, ai-je dit, pas pour remplacer qui que ce soit, pas pour combler un vide. Je suis là pour toi, maintenant. » Elle a souri, un sourire vrai, celui que je n'avais pas vu depuis longtemps. Un sourire qui ne cherchait pas à cacher une douleur, mais à accueillir quelque chose de nouveau. Nous sommes restés là longtemps, main dans la main, à regarder les gens passer. Le monde continuait de tourner autour de nous, indifférent à notre histoire. Mais pour la première fois depuis la mort de Mark, Chloé n'était plus paralysée entre le passé et l'avenir. Elle faisait un choix simple, humain, nécessaire. En la raccompagnant chez elle, je n'ai pas senti la même lourdeur qu'autrefois. L'appartement semblait différent, moins figé. Elle m'a proposé d'entrer boire un café. J'ai accepté, et ce geste, pourtant quotidien, avait le goût d'un début. Ce soir-là, en partant, elle s'est avancée vers moi et m'a embrassé. Pas un geste impulsif, pas un geste hésitant, mais un geste assumé. Un geste qui scellait ce qu'elle avait mis des mois à comprendre. « Je me sens vivante », a-t-elle murmuré. Et pour la première fois, je savais que nous commencions quelque chose de vrai. Quelque chose qui appartenait à nous deux, enfin libéré du poids de la culpabilité et du passé. Une histoire qui, désormais, n'avait plus besoin de se cacher. The End, épisode 5.